Jeffrey Epstein, the controversial financier who died in a New York jail cell in 2019, was awaiting trial on federal sex trafficking charges. He was no stranger to shocking headlines, but newly reported details reveal an even darker, rather more unsettling side to his ambitions. According to the New York Times, Epstein reportedly dreamed of using his wealth, properties, and social connections to propagate his own DNA, essentially creating a so-called super race. Le matin du 20 décembre 2019, un courriel interne entre des procureurs fédéraux américains a confirmé sans détour que le Zorro Ranch, la propriété de plus de 7000 acres appartenant à la succession de Jeffrey Epstein à Stanley, dans le comté de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, n'avait jamais fait l'objet d'une seule perquisition judiciaire. À ce stade de la procédure, 4 mois après la mort d'Epstein, dans une cellule fédérale à New York, et alors que de nombreuses victimes avaient rapporté des épisodes d'abus survenus spécifiquement à cet endroit, cette constatation semblait être plus qu'une simple négligence. Elle devenait la preuve formelle que l'une des propriétés les plus citées dans les témoignages n'avait jamais fait l'objet d'une expertise. Aucun mandat, aucun scellé, aucune entrée, et plus encore, le message affirmait clairement que les procureurs fédéraux n'avaient toujours pas de certitude quant à ce qu'ils pourraient fournir à l'équipe chargée de la succession d'Epstein concernant le ranch, soulignant qu'il n'y avait recueilli aucun type de preuve. Qu'y avait-il dans cette propriété pour justifier une telle prudence à ne pas y toucher? Pourquoi, parmi toutes les propriétés détenues par Epstein aux États-Unis et à l'étranger, celle-là précisément, la plus isolée, la plus étendue territorialement, la plus potentiellement autonome, est-elle restée hors de portée des autorités? À ce jour, aucune réponse officielle n'a été donnée, mais les archives publiques, les témoignages documentés et les emails échangés entre les procureurs au fil des mois commencent à révéler une structure de protection qui ne s'explique pas uniquement par des critères techniques. Le Zorro Ranch n'était pas seulement un ranch, c'était une structure logistique complète. Pendant plus de 2 décennies, il a servi de point de transit, d'hébergement et d'opérations privées pour Epstein, avec un trafic constant d'hélicoptères, une sécurité armée, des maisons auxiliaires et des hangars construits sans permis agricole. Les responsables de la gestion quotidienne du ranch étaient un couple néo-zélandais, Karen et Bryce Gordon, mentionnés dans des documents officiels comme gérants du site pendant la période où une partie des abus aurait eu lieu. À aucun moment, jusqu'en 2024, ils n'ont été inculpés. Mais le Parlement du Nouveau-Mexique étudie actuellement la possibilité de les convoquer pour témoigner devant une commission d'enquête publique, Truth Commission, qui vise à faire la lumière sur ce qui se passait à l'intérieur de la propriété. Entre 2014 et 2019, plusieurs victimes ont déclaré à la justice fédérale avoir été emmenées au Zorro Ranch. L'une d'elles, Jane Doe, la première à témoigner contre Ghislaine Maxwell, a décrit en détail le sentiment d'avoir été convoquée dans la chambre d'Epstein, dans un environnement qui lui semblait à la fois isolé et inéluctable. Une autre témoin, Annie Farmer, a déclaré qu'à l'âge de 16 ans, elle avait été emmenée au ranch par Ghislaine, où elle avait reçu un massage nu, suivi d'un épisode traumatisant au cours duquel Epstein se serait allongé à ses côtés et aurait pressé son corps contre le sien. Il existe également des enregistrements d'un troisième témoin, non identifié, qui a déclaré s'être rendu sur place en compagnie de sa sœur, après avoir reçu une invitation d'Epstein lors d'un spectacle de magie à Las Vegas. Selon elle, il y avait d'autres filles, toutes jeunes, au ranch, et la visite se serait terminée par une demande de massage qui aurait dégénéré en un épisode décrit comme une tentative d'agression. Ces témoignages ont été consignés dans des documents officiels. Le nom de la propriété figurait dans le dossier. Les voyages étaient
Vérifiable. L'endroit était connu, et pourtant aucune mesure n'a été prise, ni avant, ni pendant, ni après l'arrestation d'Epstein. La première tentative d'enquête locale a été lancée par le bureau du procureur général du Nouveau-Mexique en juillet 2019. Selon des courriels échangés entre son équipe et le ministère de la Justice, une réunion a eu lieu avec les procureurs fédéraux de New York, responsables de la procédure principale contre Epstein, au cours de Lucian II, laquelle il a été convenu que toute enquête sur le trafic sexuel sur le territoire de l'État devait être suspendue. La justification était simple. Les autorités fédérales s'en occuperaient. L'affaire a toutefois progressé sans qu'aucune opération ne soit menée aux Zorro Ranch. Les preuves n'ont jamais été recueillies. Les témoignages n'ont jamais été recoupés avec les registres de la propriété. Et la promesse faite au procureur de l'État n'a jamais été tenue, comme l'a révélé un échange de messages entre procureurs en décembre de la même année. Aucune perquisition n'a été effectuée dans la propriété du Nouveau-Mexique. Toujours en 2019, un ancien policier de l'État du Nouveau-Mexique a lancé un avertissement. Dans un appel au FBI, officiellement enregistré, il a rapporté avoir vu des mouvements inhabituels au ranch, notamment la construction d'un hangar ressemblant à un sallyport, une sorte de double entrée utilisée pour l'enfermement, et la présence d'une vieille caravane placée derrière la grange, en apparente contradiction avec les règlements du comté de Santa Fe. La principale préoccupation concernait la destruction éventuelle de preuves. L'agent à la retraite a déclaré avoir patrouillé dans cette région pendant 15 ans et a affirmé sans ambages qu'il y avait des rumeurs persistantes selon lesquelles des filles de l'État étaient recrutées pour rendre visite à Epstein dans cette propriété. Le FBI a enregistré l'appel, mais aucune mesure n'a été prise par la suite. 2 ans auparavant, en 2017, les gérants de la maison eux-mêmes, un couple d'employés qui résidaient au ranch, avaient accepté de parler aux agents fédéraux. Ils avaient décrit la routine de la propriété, la fréquence des visites d'Epstein, le transport en hélicoptère, l'embauche de masseuses de la ville de Santa Fe. Ils ont même promis de fournir le lendemain les noms, les factures et les informations sur les professionnels engagés. Mais l'entretien a été interrompu. Le lendemain, après avoir reçu un appel du bureau principal d'Epstein, le couple a cessé tout contact avec les autorités. Ce qui aurait pu être le point de départ d'une enquête s'est finalement transformé en un nouvel épisode de silence abrupt. Parallèlement, des courriels inclus dans les dossiers de l'affaire indiquaient que le Zorro Trust, le même trust responsable de la propriété, avait remporté un prix de loterie de 85 millions de dollars en 2008 dans l'Oklahoma. La nouvelle, publiée à l'époque dans des médias locaux tels que l'Oklahoma City Journal, confirmait que le paiement avait été versé à un groupe non identifié représenté par le Zorro Trust. À ce jour, on ne sait toujours pas s'il s'agissait exactement de la même entité, mais la coïncidence des noms et l'absence d'explications publiques ont renforcé les soupçons sur les sources de financement des propriétés d'Epstein, en particulier dans les régions où il opérait avec peu de contrôle. Cette accumulation d'événements sans réponse, victimes désignant le lieu, témoins interrompus, procureurs informant de l'absence d'action, plaintes ignorées, enquêtes suspendues, a formé au fil du temps une mosaïque institutionnelle troublante. Le Zorro Ranch est devenu non seulement un espace géographique, mais aussi une sorte de vide juridique. Un lieu connu, cité, documenté, mais jamais touché. Une enclave logistique et politique qui, pour des raisons non explicitées, est restée blindée au milieu de l'effondrement de tout l'empire d'Epstein. La manière dont ces omissions se sont articulées dans les coulisses de l'une des enquêtes les plus médiatisées de l'histoire récente des États-Unis est devenue en soi l'objet de questions. Lorsqu'une propriété apparaît dans des témoignages, réapparaît dans des emails entre procureurs, est citée dans des plaintes officielles et ne fait pourtant l'objet d'aucune mesure judiciaire, le problème ne concerne plus seulement ce qui s'y trouvait à l'intérieur.
Il s'agit également de ce qui s'est passé à l'extérieur pour l'empêcher. C'est précisément l'analyse de ces moments qui aide à comprendre comment fonctionnent ou ne fonctionnent pas les mécanismes de responsabilisation institutionnelle dans les affaires très complexes. C'est pourquoi nous continuons à rassembler et à relier des épisodes comme celui-ci, offrant une ligne de lecture continue à ceux qui cherchent à comprendre les coulisses réelles des grandes décisions ou des grandes absences du système judiciaire. C'est dans ce contexte que les archives commencent à mettre en évidence non seulement ce qui n'a pas été fait, mais aussi les personnes qui, au sein de la structure publique, ont pris part aux décisions qui ont défini les limites de l'enquête. Parmi les noms qui reviennent fréquemment dans les communications institutionnelles de l'époque figure celui de Maureen Comey, assistante du procureur fédéral du district sud de New York et fille de l'ancien directeur du FBI, James Comey. C'est elle qui a pris la tête de l'accusation contre Ghislaine Maxwell et qui a préparé l'action du procureur fédéral dans les développements de l'affaire Epstein après sa mort. Dans un échange de courriels entre procureurs, daté du 20 décembre 2019, l'absence d'enquête au Zorro Ranch est explicitement mentionnée. À ce moment-là, l'affaire était déjà devenue un symbole de la sélectivité institutionnelle. À partir de là, des documents montrent que le ministère américain de la Justice, en concertation avec les autorités de l'État, a établi une sorte de zone de confinement informel autour de la propriété du Nouveau-Mexique. Un courriel du bureau du procureur de New York confirme qu'en juillet 2019, une conversation directe a eu lieu avec le bureau du procureur général du Nouveau-Mexique de l'époque. À cette occasion, selon les termes mêmes utilisés, il a été convenu que l'État ne mènerait aucune enquête relative au trafic sexuel. Les procureurs fédéraux ont déclaré qu'ils prendraient cette affaire en charge. En échange, le bureau de l'État s'engagerait à partager tout le matériel déjà rassemblé et se limiterait à agir sur des questions qui n'impliquaient pas directement les crimes attribués à Epstein. Ce type d'accord, même s'il n'est pas formalisé par écrit, établit un dangereux précédent, celui d'une entité fédérée renonçant à son autonomie d'enquête face à une promesse qui, comme les faits l'ont démontré, ne serait jamais tenue. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, malgré des témoignages de plus en plus nombreux, le ranch est resté à l'écart de la procédure pénale. Au cours du procès de Ghislaine Maxwell, plusieurs victimes ont rapporté des incidents survenus au Zorro Ranch. Jane Doe, par exemple, a décrit comment elle était conduite dans la chambre d'Epstein par des assistants qui semblaient suivre une routine préétablie. Annie Farmer, dans un témoignage poignant, a raconté comment Ghislaine l'avait convaincue de se déshabiller sous prétexte d'un massage thérapeutique et comment Epstein avait tenté de s'allonger à ses côtés le lendemain dans une tentative qu'elle a qualifiée de froide et calculée. Ces déclarations, faites sous serment, n'ont pas été contestées par la défense. Elles ont été enregistrées, documentées et admises comme faisant partie du contexte de fonctionnement du cercle intime d'Epstein. Pourtant, le ranch n'a pas fait l'objet d'une expertise, ni avant, ni pendant, ni après. La structure juridique du trust responsable de la propriété a également contribué au maintien de ce vide institutionnel. Le Zorro Trust, désigné dans divers documents comme responsable de l'acquisition et de la gestion du ranch depuis 1993, fonctionnait de manière opaque. Des registres montrent qu'en 2008, cette même entité a remporté un prix de loterie de 85 millions de dollars dans l'État de l'Oklahoma. Le paiement a été effectué à partir d'un billet acheté à Altus, dans un magasin de proximité appelé Stripes. À l'époque, le groupe avait demandé le paiement en une seule fois, soit un montant net d'un peu plus de 29 millions de dollars. L'identité des bénéficiaires n'a toutefois jamais été confirmée. La coïncidence entre le nom et le trust d'Epstein n'a jamais été officiellement expliquée. L'avocat Aaron Parnas, qui a suivi la divulgation de certains de ces documents, a commenté publiquement sur son profil qu'Epstein lui-même semblait intéressé par le contrôle des combinaisons numériques de loterie, mentionnant même cela dans des emails.
L'un des extraits attribués à Epstein sur un ton provocateur disait « Ce sont les numéros gagnants. Si vous voulez faire à votre façon, très bien, c'est votre vie. » Bien que cela ne constitue pas une preuve de manipulation, cela contribue à l'atmosphère étrange et renforce l'impression que le Zorro Trust ne fonctionnait pas de manière conventionnelle. Sur le plan législatif, la pression pour la réouverture de l'affaire au Nouveau-Mexique a commencé à s'intensifier à partir de 2023. La députée Andrea Romero, représentante de Santa Fe, a proposé la House Joint Resolution 1, une résolution qui crée une commission spéciale chargée d'enquêter au niveau de l'État sur ce qui s'est réellement passé au Zorro Ranch. Selon Madame Romero, l'objectif n'est pas d'interférer dans les enquêtes fédérales, mais de rassembler des documents, d'entendre des témoins et d'organiser un rapport qui offre à la population une chronologie minimale claire des faits. La proposition a reçu le soutien du comité judiciaire de la Chambre et du comité du gouvernement, des élections et des affaires autochtones et a été transmise à l'Assemblée plénière. L'idée est que la commission fonctionne comme une sorte de mission d'éclaircissement historique, avec le pouvoir de convoquer des témoins et de produire un rapport final avant la fin de l'année législative. Un autre nom important dans cet effort est celui du député Matthew McQueen, représentant du district qui couvre la région où se trouve le ranch. Il a été chargé de proposer une modification de la législation de l'État qui comblerait la lacune utilisée par Epstein pour ne pas s'enregistrer comme agresseur sexuel dans l'État, même après sa condamnation antérieure en Floride. Cette lacune juridique qui empêchait l'État d'exiger l'enregistrement des personnes condamnées en dehors du territoire du Nouveau-Mexique est restée en vigueur pendant plus d'une décennie. La proposition de McQueen, bien qu'elle n'ait pas été approuvée, a relancé le débat sur la manière dont les failles juridiques peuvent être exploitées par des personnes ayant un accès privilégié à la structure institutionnelle. Dans le cadre de ce mouvement de reconstruction documentaire, la presse locale et internationale s'est également intéressée au ranch. Le journal britannique The Guardian a publié un long article décrivant le Zorro Ranch comme le lieu où Epstein prévoyait de répandre son ADN à travers le monde, dans le cadre d'un projet qu'il décrivait aux scientifiques comme une forme de procréation sélective. Le New York Times, quant à lui, a repris des extraits d'entretiens dans lesquels Epstein détaillait ce projet à des chercheurs invités à des réunions à Santa Fe. Dans ce contexte, le ranch servirait de base pour sélectionner des jeunes femmes qui seraient, en théorie, fécondées avec le matériel génétique d'Epstein lui-même, dans le cadre d'une initiative combinant pseudosciences, délire de grandeur et une structure logistique de pouvoir difficile à retracer. Malgré ces révélations, le ministère américain de la Justice n'a jamais donné d'explication officielle quant à l'absence d'enquête sur la propriété. Les seules références proviennent d'emails internes révélés à partir de décembre 2019. Dans l'un d'eux, l'expéditeur affirme catégoriquement « Nous ne recherchons pas la propriété du Nouveau-Mexique. Il n'y a pas eu de justification, seulement une constatation. » Dans un autre passage, il est fait mention d'un éventuel accord de transfert de preuves entre le ministère public et l'équipe de défense d'Epstein. Pourtant, aucun document spécifique concernant le ranch n'est présenté. Le contenu le plus détaillé traite des mandats délivrés pour la résidence de Manhattan et l'île privée dans les îles Vierges. Le Zorro Ranch reste absent à toutes les étapes de l'expertise. C'est à ce stade que l'affaire dépasse la sphère pénale individuelle et devient un sujet de remise en question institutionnelle. Comment expliquer que, face à de multiples plaintes, témoignages, alertes et preuves circonstancielles, une propriété directement liée au nom central de l'enquête ait été laissée de côté? Et comment interpréter le fait que, lorsqu'une instance étatique a tenté de mener ses propres enquêtes, elle en a été dissuadée par une instance fédérale qui, par la suite, n'a pas non plus agi? Lorsque la chaîne des omissions devient plus longue que celle des actions effectives, le problème cesse d'être opérationnel et devient structurel.
C'est précisément pour cette raison que l'analyse de ces épisodes doit être effectuée sur la base de documents, en prêtant attention au rythme des événements et à la logique des décisions prises ou évitées. C'est ce type d'approche que nous cherchons à soutenir. Ici, une ligne éditoriale basée sur la progression factuelle, la connexion institutionnelle et la surveillance narrative continue. Pour ceux qui suivent cette chaîne, l'engagement est celui de la clarté, pas du choc, de l'analyse, pas du spectacle. Selon les documents et les archives publiques disponibles à ce jour, le ranch Zorro continue de représenter une lacune importante dans l'une des affaires les plus largement médiatisées du système judiciaire américain. L'absence de toute enquête directe sur place n'a pas clos le dossier. Au contraire, elle a fait du ranch un point central de controverse sur les décisions institutionnelles prises tout au long de la procédure. Pour une partie des analystes, cette absence n'indique pas une protection délibérée, mais reflète un choix technique fait par les autorités fédérales. Selon cette interprétation, le bureau du procureur du district sud de New York aurait concentré ses efforts sur des propriétés situées à Manhattan et dans les îles Vierges, où il existait des preuves matérielles plus immédiates, telles que des relevés bancaires, des mouvements financiers et du matériel photographique reliant Jeffrey Epstein à des mineurs. Dans cette optique, la propriété située au Nouveau-Mexique aurait été laissée hors du champ prioritaire en raison de contraintes juridiques et opérationnelles, et non par complaisance institutionnelle. L'argument central soutient que les ressources disponibles étaient limitées et que le ranch ne remplissait pas à ce moment-là les conditions juridiques nécessaires à une intervention directe. Cette interprétation coexiste toutefois avec d'autres interprétations. Pour d'autres observateurs, en particulier ceux qui ont suivi de près le travail de l'équipe coordonnée par Maureen, comme dans l'analyse des communications internes relatives à l'affaire, il s'agissait d'un schéma d'exclusion délibérée. Il ne s'agit pas d'une dissimulation explicite, mais d'une série d'omissions spécifiques qui, accumulées au fil du temps, ont abouti à la protection pratique d'un bien immobilier considéré comme central. Cette interprétation gagne en cohérence lorsqu'on examine la chronologie des faits. Plaintes enregistrées au niveau local par un ancien policier d'État en juillet 2019, les témoignages détaillés de victimes telles que Jane Doe et Annie Farmer, les rapports d'entretien interrompus par des employés associés au ranch, l'absence de tout mandat judiciaire et, enfin, la confirmation officielle qu'aucune perquisition n'a été effectuée sur la propriété. Tous ces éléments figurent dans des documents officiels. Aucun ne repose sur des spéculations. Ensemble, ils indiquent une décision institutionnelle claire de ne pas intervenir sur le Zorro Ranch. Le débat se concentre alors sur les raisons qui ont motivé ce choix. Qu'est-ce qui a empêché le site de faire l'objet d'une expertise formelle? Et pourquoi les autorités du Nouveau-Mexique, qui avaient initialement manifesté leur intérêt pour agir, ont-elles fini par reculer face à une promesse d'intervention fédérale qui ne s'est jamais concrétisée? Une partie de l'explication peut résider dans l'imbrication des compétences entre les États et le gouvernement fédéral. Dans le modèle juridique des États-Unis d'Amérique, les enquêtes menées par les États se heurtent à des limites lorsque les crimes présumés relèvent de la compétence fédérale. En théorie, l'intervention du ministère de la Justice devrait élargir la portée des enquêtes. Dans la pratique, on a constaté un gel des initiatives locales au moment même où les procureurs fédéraux ont pris le contrôle de l'affaire. Il existe également des interprétations plus larges qui voient dans cet épisode une faille structurelle du système. Dans cette perspective, l'affaire montre comment des structures judiciaires décentralisées peuvent produire des zones d'inertie institutionnelle. Lorsqu'une sphère de pouvoir attend l'initiative d'une autre et qu'aucune des deux n'avance, il se crée un vide qui favorise la perte de traces et la dilution des responsabilités. Certains analystes décrivent ce phénomène comme une convergence passive.
dans laquelle le manque de coordination entre les différents niveaux de gouvernement entraîne la neutralisation pratique de leur capacité d'action. Dans le cas du Zorro Ranch, cette dynamique a été aggravée par des facteurs supplémentaires, tels qu'une législation étatique qui permet encore aux personnes condamnées pour des crimes sexuels dans d'autres États d'échapper à l'enregistrement public local, une élite politique régionale qui a cohabité pendant des années avec la présence d'Epstein sans poser de questions pertinentes, et une succession de procureurs fédéraux qui, même après la mort de l'accusé, ont choisi de ne pas réexaminer le périmètre de la propriété. C'est dans ce contexte qu'est née l'initiative de la députée Andrea Romero, officialisée par la résolution conjointe numéro 1 de la Chambre des représentants. La proposition vise à briser ce cycle d'inaction en créant une commission étatique dotée de pouvoirs de convocation et de demande de documents. L'intention est de redonner au Nouveau-Mexique une partie de l'autonomie d'enquête qui a été, dans la pratique, abandonnée en 2019. L'Assemblée législative de l'État espère que, même sans avoir le pouvoir de porter des accusations criminelles, la Commission parviendra à établir une chronologie cohérente des événements en clarifiant qui détenait des informations pertinentes, à quel moment et quelles décisions ont été prises ou évitées sur la base de ces informations. L'accent n'est plus mis sur la figure d'Epstein, mais sur le fonctionnement des institutions qui, en théorie, auraient dû agir pour empêcher les abus. Parallèlement, la mention de Brice Gordon et Karen Gordon, identifiés dans les documents judiciaires comme responsables de la gestion du ranch, ajoute une autre dimension au débat. L'intention de convoquer le couple pour qu'ils fournissent des explications, annoncées par des parlementaires du Nouveau-Mexique, a été accueillie avec prudence par la presse internationale, en particulier en Nouvelle-Zélande. Aucune accusation formelle n'a été portée contre eux. Néanmoins, les registres indiquent qu'ils étaient à la tête de la gestion de la propriété pendant les périodes où les abus auraient eu lieu. L'absence d'inculpation n'empêche pas de les convoquer pour qu'ils fournissent des explications, surtout lorsque l'objectif est de comprendre la dynamique interne du lieu. Les éventuels témoignages d'anciens employés apparaissent également comme un élément potentiellement décisif pour combler les lacunes qui entravent encore la reconstitution des faits. Un autre aspect, qui reste insuffisamment clarifié, concerne les ressources financières associées au Zorro Trust. Comment une structure fiduciaire marquée par l'opacité juridique a-t-elle accumulé des millions, notamment grâce à des gains à la loterie d'État? La coïncidence des noms entre le trust lié à Epstein et le groupe qui a reçu 85 millions de dollars dans l'État de l'Oklahoma en 2008 n'a jamais été pleinement résolue d'un point de vue juridique. Les registres officiels du paiement n'indiquent pas de manière équivoque qui étaient les bénéficiaires finaux. Même si cela ne constitue pas en soi une infraction pénale, le manque de transparence entourant l'origine et la destination de ces fonds jette le doute sur l'intégrité patrimoniale de la structure qui soutenait le ranch. À ce jour, il n'existe pas de consensus sur la véritable dimension institutionnelle de cette série d'omissions. Certains observateurs les interprètent comme des défaillances administratives. D'autres y voient des signes de protection informelle. D'autres encore soulignent un problème plus profond, la difficulté du système judiciaire à fonctionner de manière équitable lorsque la personne faisant l'objet de l'enquête évolue dans plusieurs sphères du pouvoir, comme c'était le cas d'Epstein. Dans cette optique, le Zorro Ranch cesse d'être un simple théâtre d'abus et devient le reflet des faiblesses institutionnelles face à la concentration du pouvoir. Au cours des derniers mois, la publication de nouveaux documents a relancé le débat public. Des enquêtes journalistiques, des analyses juridiques et des témoignages supplémentaires ont apporté de nouveaux éléments à la discussion. Néanmoins, le cœur du problème reste inchangé. Il existe un lieu physique directement associé au principal protagoniste de l'un des plus grands scandales de trafic sexuel de l'histoire récente des États-Unis, qui n'a jamais fait l'objet d'une enquête appropriée. Ce fait, en soi,
constitue déjà un problème institutionnel, indépendamment de ce qui aurait pu être trouvé à l'intérieur. Il est donc essentiel de suivre l'évolution de cette affaire, non seulement pour comprendre le passé, mais aussi pour identifier clairement les failles du système et les mécanismes qui doivent être revus. En fin de compte, la question centrale ne se limite pas à ce qui existait à l'intérieur du Zorro Ranch, mais à ce qui ne peut plus être toléré à l'extérieur.